Bonjour à chacune et chacun d'entre vous dans la diversité de vos engagements professionnels, associatifs, scientifiques, politiques. Et j'espère que ça va tenir. Merci Alex de donner la parole. Peut-être un peu d'humilité d'ailleurs à intervenir, même si j'ai beaucoup de raisons d'être heureux de me retrouver ici à Lyon, dans cette région qui reste la mienne. Surtout après avoir entendu le professeur de Pertuis et avant d'entendre des hommes et des femmes, il y en a beaucoup parmi vous qui sont engagés avec beaucoup de compétences. Je n'ai jamais eu la prétention dans ma vie publique d'être plus scientifique que les scientifiques, plus expert que les experts. Simplement de jouer le rôle, de tenir la place qu'un homme politique doit tenir, c'est-à-dire de mettre les gens ensemble et de les faire travailler en relevant la ligne d'horizon. Et donc sans donner de leçons, il n'y a aucune raison pour moi d'en donner, mais avec des expériences ou des souvenirs, peut-être vous faire part de quelques réflexions en introduction de cette table ronde, à la fois comme quelqu'un qui a eu la grande chance d'être animateur d'un territoire pendant une vingtaine d'années, la Savoie, qui a eu plusieurs fois l'expérience, notamment au ministère de l'Environnement, d'expérience nationale. Michel Papalardo, que vous avez cité tout à l'heure, a été ma directrice de cabinet et ça a été une période formidable avec une vraie morale collective dans notre action. Mais un peu plus tard aussi comme ministre de l'Agriculture, avec à mes côtés des gens comme Michel Cadot ou Gilles Perlurson qui est ici à Lyon. Là aussi, il y a des leçons à tirer. Et puis plus récemment, et pour une deuxième fois, comme vice-président de la Commission européenne. Donc avec ces souvenirs-là très présents, dont j'ai tiré quelques leçons que je veux vous dire quelques mots. Non, sans prendre le temps de saluer Laurent Roy, que je remercie, ainsi que son équipe de son invitation, et mon ami Michel Dantin, qui préside le comité de bassin. Et qui d'ailleurs, Michel a été à mes côtés sur le territoire de la Savoie, en charge des questions d'environnement, quand je présidais le Conseil général. Je trouve que cette rencontre arrive au bon moment pour deux raisons, mesdames et messieurs. Et peut-être ne suffira-t-elle pas. D'abord parce que nous sommes à la veille de ce très grand rendez-vous, difficile, pas gagné d'avance, de la COP21, que le président de la République accueille et dans lequel il s'est engagé très, très personnellement. Je peux en témoigner, pour en parler souvent avec son conseiller Nicolas Hulot en particulier. Changement climatique, franchement, même s'il y a encore quelques résurgences de gens qui n'y croient pas, ce n'est pas une lubie de scientifiques. Je veux dire, vous êtes peut-être davantage que moi capables de démontrer la réalité de ce changement et de ses conséquences et de son coût. J'ai le souvenir dans les alpages de Savoie d'agriculteurs me disant que depuis quelques années, la végétation était remontée de 150 mètres. J'ai le souvenir, comme ministre de l'Agriculture, de ce que me disaient les viticulteurs du Languedoc-Roussillon, du temps de la vendange, qui s'est accéléré de 15 jours depuis une dizaine d'années. On voit tous des accidents climatiques dans le monde, et chez nous, très récemment dans les Alpes-Maritimes, avec de vraies tragédies. Et puis, j'ai dit plusieurs fois, eu la chance de présider un département dont l'économie repose pour quasiment un tiers de son PIB sur l'économie de la neige et des sports d'hiver. Et on sait les conséquences de ce réchauffement, notamment sur toutes les zones de moyenne montagne. Donc, ce qui est clair à travers ces quelques exemples, et vous pourriez en citer d'autres, c'est que tout va être bouleversé. Tout est déjà bouleversé. Ça va s'accélérer, même si on arrive à limiter à 2% l'augmentation de la température. Nos habitudes de nous transporter, de cultiver, de consommer, de vivre ensemble. Et ça interpelle directement les responsables publics à tous les niveaux, local, régional, national et européen. Et en même temps que cette gravité est là, cette urgence est là, parce que la crise est aussi là, la crise économique et certaines pannes économiques, notamment dans notre pays. Le débat est plus vif, encore plus dur entre écologie et économie, entre ceux qui savent qu'il faut faire des efforts, changer nos habitudes, y compris, comme le disait le professeur Pertuis, sur la fiscalité, et ceux qui disent attention à l'emploi.
il y en a parmi vous, je le sais, représentants d'entreprises, qui savent le prix des taxes, des contraintes. On parlait tout à l'heure des agriculteurs. Donc ce débat-là est encore plus vif parce qu'il y a la crise économique et pourtant il est nécessaire. Donc à partir de ces deux grandes réalités du moment où nous sommes, j'ai quelques convictions que je veux dire devant vous. La première, c'est qu'on ne s'en sort pas sans débat public. On ne s'en sort pas sans la démocratie. Et plus le changement climatique est là, est grave, avec toutes ses conséquences, plus la confrontation entre économie et écologie est sérieuse et parfois explosive, plus il y a besoin de débats publics, plus il y a besoin de rencontres comme celle-ci, monsieur le directeur général, et plus il y a besoin de gens qui portent la parole, qui s'expriment dans la diversité de leurs opinions, dans la confrontation de leurs opinions, qu'il s'agisse du pape qui, c'est la première fois, fait une encyclique spécifique sur ces questions de changement climatique, des ONG, des écologistes, même si je pense que l'écologie ne leur appartient pas, des acteurs locaux, des entreprises. C'est le moment de débattre parce que le débat public est toujours porteur de pédagogie. On fait appel à l'intelligence des gens, notamment des jeunes, et à travers ces regards croisés ou ces expériences croisées, on trouve des chemins et des solutions. Moi, dans mon expérience de ministre de l'Environnement, il y a maintenant une vingtaine d'années, je reste fier d'avoir introduit dans la loi française pour la première fois les deux mots de débat public, en créant la Commission nationale du débat public. Et ça n'a pas suffi, on a développé ensuite les choses, mais je reste persuadé que les citoyens consommateurs contribuables, qui sont souvent les mêmes citoyens contribuables consommateurs, il faut faire appel à leur intelligence et ouvrir ces débats. Pour leur dire quoi? À partir de témoignages d'acteurs locaux que vous êtes, de scientifiques, de gens qui ont une expertise, que nous sommes obligés, et j'aimerais plutôt dire que nous devons avoir envie d'inventer un nouveau modèle de développement, une nouvelle forme de croissance. Nicolas Hulot, que je citais tout à l'heure, dit si on ne construit pas une société de précaution, on sera obligé d'entrer dans une société de privation. Ce n'est pas ça que nous voulons. Moi, je ne suis pas partisan de la décroissance, mais je pense fondamentalement, et depuis longtemps, j'ai d'ailleurs écrit plusieurs livres sur ces sujets il y a quelques années, que nous devons construire ce nouveau modèle de développement. Et j'avais imaginé cette éco-croissance, en tout cas une croissance qui soit plus économe, plus sobre, plus économe des ressources et des espaces naturels dont nous savons maintenant qu'ils ne sont ni gratuits ni inépuisables. Et donc, une économie plus sobre, plus économe, moins carbonée ou pas carbonée. Et la troisième conviction liée à toutes les autres, c'est qu'on ne doit pas attendre les autres, ceux qui nous entourent, ceux qui nous concurrencent. Il faut avoir cette pensée globale, comme on l'a dit, c'est l'objet de la COP, après tant d'autres rendez-vous depuis le sommet de Rio en 92, mais il faut avoir une pensée, une action locale, et naturellement travailler chacun pour sa propre responsabilité en liaison avec ceux qui nous entourent. Au niveau mondial, c'est la COP, au niveau européen, c'est l'objet de ces directives qui traitent de l'eau, la directive cadre de 2000 sur l'eau, et une autre directive qui n'est pas indifférente liée à l'eau, qui est celle sur les inondations. Voilà, je voudrais, ayant dit ces quelques convictions, peut-être pour être utile au débat, faire part de quelques leçons de mes expériences qui restent utiles sans doute, et naturellement de l'expérience européenne que j'ai eu l'honneur de gérer pendant 2 mandats de commissaire à 2 périodes différentes. La première fois comme commissaire à la politique régionale, c'était un budget de 350 milliards d'euros maintenant sur 7 ans pour les régions, pour les aider dans leur développement. Ce que j'observe à ce sujet, qui m'a permis d'ailleurs de visiter beaucoup de régions d'Europe, c'est qu'il y a clairement dans l'usage de ces fonds structurels, et nous y encourageons, parfois nous y obligeons au niveau européen, davantage de qualité que de quantité. Plus d'environnement, plus d'Internet, moins de béton. Et ça, c'est une orientation fondamentale qui est engagée.
et qui intéresse, s'agissant de l'eau, près de 9000 petites et moyennes entreprises et qui concerne près de 500 000 emplois, mais on pourrait, au-delà de l'eau, et de tout ce qui touche à la gestion de l'eau, à la recherche, à la technologie, évoquer aussi beaucoup plus d'entreprises et beaucoup plus d'emplois sur tous les sujets qualitatifs liés à l'écologie ou à l'environnement. Je parlais tout à l'heure de débats publics nécessaires pour avancer. Ce que j'ai constaté comme commissaire européen, c'est aussi clairement que dans beaucoup de pays qui nous entourent, on a davantage que chez nous la pratique et l'habitude du dialogue, de la concertation. Peut-être parce que les pays sont moins centralisés que n'est la France encore, malgré différentes lois. La plupart des autres pays gèrent ces problèmes beaucoup plus près du terrain et ont davantage l'habitude que nous, c'est une faiblesse française, et du dialogue public et du dialogue social. Et j'espère qu'on va rattraper cela d'une manière intelligente dans les temps qui viennent. Globalement, l'Union européenne, dans ses politiques, dans ses stratégies, Europe 2020, j'en parlais avec le député européen qui est Michel Dantin, dans la gestion de ses fonds structurels, oriente massivement et généralement tous ses efforts et ses moyens vers cette qualité et vers la prise en compte des questions d'environnement et des exigences de l'environnement. Et c'est clairement le cas du budget de la recherche européenne. Il y a un travail très intéressant qui a été fait pour la première fois par la Commission européenne il y a 3 ou 4 ans sur un sujet qui intéresse directement le secteur de l'eau et le secteur énergétique aussi, qui est celui de ce qu'on appelle en anglais les Key Enabling Technologies, c'est-à-dire les technologies clés dont beaucoup de secteurs ont besoin. Dans la voiture électrique, par exemple, il y a 3 de ces technologies clés sur le frottage des pneus, sur la pile, sur la batterie électrique ou sur les lampes à basse consommation. Et on pourrait multiplier les exemples. Nous sommes en train de perdre cette technologie. On est en train de les perdre. Elles disparaissent du territoire européen entre maintenant 5 et 10 ans. Voilà ce que ce groupe d'experts, présidé par un Français, qui est d'ailleurs rhône-alpin, Jean Terme, un des directeurs du CEA, et c'est avec lui qu'on a construit en Savoie, Michel, l'Institut national du solaire sur Technolac. Ce groupe d'experts de tous les pays européens, plutôt venant du secteur privé d'ailleurs, a fait la démonstration que nous sommes en train de laisser filer ailleurs, en Chine, en Inde, au Japon, aux États-Unis, cette technologie clé dont on a absolument besoin pour gérer ces enjeux écologiques dans l'eau comme dans l'énergie. Et je ne parle pas de protectionnisme, mesdames et messieurs. Pour moi, la bonne protection, ce n'est pas le protectionnisme, c'est l'investissement en commun, évitant la juxtaposition ou la concurrence entre des initiatives parallèles. Et c'est aussi pourquoi le budget européen doit encourager dans ce secteur en particulier, voilà une première clé, et c'est ce que, d'ailleurs, puisque je suis aujourd'hui conseiller spécial de M. Juncker pour les questions de défense et de sécurité, il y a aussi des liens. Je suis en train de pousser, de vérifier un engagement massif pour orienter notamment vers l'investissement dans ces technologies clés dont ce secteur de l'environnement a besoin. Mais je pourrais aussi évoquer télégraphiquement d'autres grandes orientations européennes dans lesquelles nous sommes engagés et qui intéressent directement la France, qu'il s'agisse de toutes les directives sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les budgets de l'Union européenne, qu'il s'agisse des fonds structurels, de la politique agricole commune ou de la recherche que je viens d'évoquer, la régulation financière dont j'ai eu la responsabilité pendant 5 ans. Moi, je me suis battu pour remettre la ligne européenne qui avait dévié dans un sens très ultralibéral depuis 20 ans sur la ligne de l'économie sociale de marché compétitive. Les 4 mots sont importants, pas seulement 1 ou 2, et remettre les marchés financiers dont on a besoin au service de l'économie réelle plutôt que d'être à leur propre service. Et donc dans une quarantaine de lois, on a obligé à la transparence et à un certain nombre de règles pour remettre ces marchés financiers au service de l'économie réelle. Et tout ce dont nous parlons, l'économie de l'eau, l'économie de l'énergie, l'efficacité énergétique,
l'ensemble des sujets d'environnement en général ont besoin de ces investissements, ont besoin des marchés financiers. J'observe d'ailleurs, et j'ai observé comme commissaire avec intérêt que, il y a un rapport Canfin d'ailleurs y fait allusion, une orientation aussi d'une partie des marchés financiers vers cette nouvelle économie, vers cette éco-croissance, de nouveaux produits financiers, des obligations vertes, des fonds d'investissement qui s'orientent vers ces investissements dont nous avons besoin. C'est un peu l'esprit aussi du plan Juncker, qui a consisté à partir de garanties, si je puis dire, d'argent public, à encourager une levée de fonds à travers la mobilisation de l'épargne privée qui était très abondante et qui est parfois très disponible, vers des investissements d'avenir, comme nous l'avons fait en France il y a quelques années, et qui donc, dans ce plan Juncker, qui est un plan d'investissement et qui démarre en ce moment, et la France y prend part et a proposé beaucoup de projets, fait une place, je crois, importante pour la première fois à ces grands investissements écologiques. Mais on pourrait probablement aller plus loin, mesdames et messieurs, au niveau européen. Comme je suis plus libre maintenant, je peux dire un certain nombre d'idées qui concernent tous d'ailleurs l'intégration future, notamment dans la zone euro, qui est tellement contestée. Si la zone euro a du sens comme le lieu entre les 18 pays qui en font partie de l'intégration supplémentaire d'une politique économique européenne et pas seulement d'une politique monétaire, comme l'avait d'ailleurs pressenti Jacques Delors, alors cette politique économique commune entre les pays qui ont la monnaie commune entre eux doit clairement donner du sens. Et je pense qu'un des motifs, un des sujets d'intégration au niveau de la zone euro doit être cette politique pour la nouvelle croissance à travers des investissements orientés, une fiscalité. M. Pertuis l'a dit très, très justement tout à l'heure, plus de fiscalité sur la pollution et moins sur le travail. Ça doit se faire, pas chacun chez soi, parce que ça se fait mal, ou chacun contre l'autre, avec la concurrence fiscale, ça doit se faire ensemble. Et je pense que la Commission devrait prendre des initiatives pour, bien sûr, harmoniser la base de l'impôt sur les sociétés, mais aussi, au niveau des pays qui ont la monnaie commune en partage, orienter la fiscalité européenne, au moins dans la zone euro, vers cette prise en compte de l'écologie et ses incitations. Je pourrais, puisque je parle de fiscalité, redire une idée sur laquelle j'avais travaillé quand j'étais ministre de l'Environnement, qui était l'idée d'une TVE, d'une taxe à la valeur écologique, permettant, à partir de la TVA, qui est le seul impôt européen aujourd'hui, de moduler la TVA, son taux, en cohérence entre les pays qui le veulent, notamment dans cette zone euro, pour faire payer plus, si je puis dire, par un taux de TVA plus élevé, les produits quand ils créent de la pollution, quand on les consomme, quand on les détruit, selon leur qualité écologique. Je pense aussi, par exemple, à l'idée d'un livret d'épargne européen. Il y a beaucoup d'épargne disponible. Un produit comme un livret d'épargne commun, avec une incitation, une garantie publique au niveau européen, permettrait de mobiliser des centaines de milliards et de les orienter sans doute vers l'innovation, les PME et les secteurs de l'eau ou de l'énergie. Voilà, j'ai essayé de vous donner quelques pistes sur ce que nous faisons, ce que je vois au niveau européen aujourd'hui, et ce que nous pourrions faire ensemble pour montrer que l'Europe, ce n'est pas seulement la technique, de la bureaucratie, des contraintes. C'est vrai tout ça, mais c'est aussi la possibilité de relever la ligne d'horizon. Et dans ce contexte, mesdames et messieurs, notre pays a des atouts. J'en vois au moins deux. La qualité et le dynamisme des entreprises dans le secteur de l'eau. J'ai souvent vu ces entreprises en pointe pour conquérir des marchés, petites ou grandes, avec des technologies, avec une vraie compétitivité. Il faut absolument préserver cette force de nos entreprises dans le secteur de l'environnement et de l'eau. Je permets de vous dire que d'autres pays, l'Allemagne et quelques autres, n'ont aucun complexe à le faire. Donc nous n'avons aucune raison d'avoir nous aussi des complexes à défendre ces entreprises. Et puis le deuxième atout, ce sont nos politiques publiques, et en particulier l'impulsion que nous avons donnée, nous les premiers dans le secteur de l'eau en 1964 avec la loi sur l'eau, et on en a trouvé la trace dans la directive européenne et dans beaucoup de pays qui imprimentent leur gestion de l'eau sur le modèle notamment des bassins, comme nous l'avons fait en France. Voilà, je ne vais pas être trop long, mais peut-être terminer par là où j'ai commencé,
toujours en faisant état de quelques expériences que je n'ai pas oubliées. Moi, je me suis beaucoup attaché et j'espère continuer, tant que j'en ai l'énergie, à mettre des gens ensemble pour réussir ensemble un objectif commun. Et c'est l'idée du dialogue, de la concertation, de mettre des gens qui n'ont pas les mêmes idées, qui ne viennent pas du même endroit, mais qui peuvent se retrouver sur un projet commun et avoir le sentiment de progresser ensemble, en réussissant ensemble. C'est comme ça que j'ai fait, avec beaucoup d'autres en Savoie, les Jeux Olympiques. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'on a eu pour la première fois dans l'organisation des Jeux Olympiques l'idée qu'il fallait ranger, et pas ranger en poussant la poussière sous le lit le temps des Jeux, mais ranger en profondeur. Et une vraie politique d'environnement, de prise en compte dans les équipements olympiques et sportifs des exigences environnementales. Et j'observe aujourd'hui au niveau du CIO, du Comité international olympique, que cette exigence maintenant s'impose dans un cahier des charges à toutes les villes olympiques. Toujours en Savoie, et Michel en a été un des acteurs, le grand projet, le grand chantier écologique du Grand Lac du Bourget, qui est le plus grand lac naturel français, pour lequel nous avions imaginé ce grand projet, Grand Lac, qui est à peu près terminé maintenant, notamment sur la réhabilitation de la qualité des zones humides, de la biodiversité, mais aussi de tout l'aménagement qui l'entoure pour qu'il ne presse pas le lac, mais qu'il le respecte. C'est le même état d'esprit qui m'a conduit sur un projet qui est une grande fierté pour moi, qui est le projet de la Loire, même si ce n'est pas dans notre bassin, ou dans nos bassins ici, ce n'est pas très loin. Le projet Loire Grandeur Nature, que tous mes successeurs d'ailleurs ont poursuivi et amélioré, a été, à mes yeux, le premier grand chantier écologique sur un fleuve encore naturel pour une large part, qui concerne des dizaines de départements et plusieurs régions. Je pourrais dire la même chose de ce que nous avons fait sur l'étang de Berre. Mais je termine aussi par l'expérience que nous avons eue plus près d'aujourd'hui avec le secteur dont j'étais le ministre, qui est un secteur humainement et économiquement passionnant et exigeant aussi, qui est celui de l'agriculture. Quand je suis devenu ministre de l'Agriculture en 2007, le président de la République a lancé, avec Jean-Louis Borloo, le Grenelle de l'environnement. Ce n'était pas évident qu'on soit ensemble, parce que la tradition, c'est que le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Environnement, j'ai été l'un et l'autre à des moments différents, sont opposés. Et puis ils sont tous les deux opposés au ministre du Budget, ça c'est traditionnel. Donc, et au ministre de l'Équipement qui fait des routes. Donc là, j'ai décidé de jouer le jeu. Et donc, avec toute mon équipe, nous avons, sans rien céder des exigences, parfois des colères justifiées des agriculteurs, à qui on demande beaucoup, et c'est sans doute un des métiers qui s'est le plus adapté depuis 30 ans à la modernité, nous avons joué le jeu. Et c'est comme ça qu'on a construit le plan Éco-Phyto pour réduire de moitié les intrants et l'usage des produits phytosanitaires dans toute l'agriculture dans les 10 ans. Je sais que ce plan a été retardé. Peu importe si on prend 2 ou 3 ans de plus, même si c'est sérieux, l'objectif c'est d'avoir une ligne et un chemin. Et ce que je veux dire, c'est que les 2 leçons que je tire de ce plan Éco-Phyto, c'est qu'on peut mettre tout le monde autour de la table, si on se respecte, si on donne du temps, si on écoute. Et nous y sommes parvenus, y compris les dirigeants des fédérations agricoles, de toutes les fédérations agricoles. 2, il faut de la recherche, il faut de la technologie. Parce qu'il faut de nouvelles technologies, il faut de nouvelles molécules, et on a besoin de la recherche pour trouver des solutions. Voilà. Et je dis cela parce que ce sont des méthodes et des leçons, je ne donne pas de leçons, mais des leçons de l'expérience qui sont utiles pour réussir à avoir une grande politique de l'eau. Donc, retenez simplement de cette trop longue introduction deux messages. Un, le débat public et la pédagogie. Ce n'est pas la propagande, c'est la pédagogie pour expliquer les faits. Et je suis sûr que tous les citoyens, y compris les plus jeunes, sont capables de comprendre, si on fait l'effort de cette pédagogie, on ne peut plus s'en passer, pas davantage que du dialogue et de la concertation. Et puis, pour tous les acteurs économiques, les entreprises qui sont
contraintes, qui en ont ras-le-bol des charges, de la volatilité administrative ou fiscale. Des acteurs économiques qui peuvent être des agriculteurs, des éleveurs comme des entreprises ou des commerçants ou des artisans. Il faut aussi une vision de long terme, il faut aussi de la prévisibilité. Il faut aussi que les gens se disent on s'engage, d'accord, c'est un effort, mais on sait où on va. Et on sait que ça ne va pas changer dans 15 jours ou dans un an à la prochaine élection. Donc il faut ce travail de stabilité, de prévisibilité de long terme, au niveau européen comme au niveau local. Je n'ai jamais vu dans ma vie publique de collectivité locale ou territoriale, d'entreprise qui ne gagne pas quand elle s'engage dans un effort d'investissement, de recherche, de prise en compte des contraintes ou des enjeux environnementaux. C'est toujours un effort immédiat, ça coûte cher. Moi, je pense que ça coûte toujours plus cher quand on ne le fait pas plus tard. Mais si nous parlons de compétitivité, c'est un mot très important pour la réussite de notre pays, ou le rebond dont notre pays a besoin, je n'ai jamais vu une collectivité locale, et j'en ai géré une, ni d'entreprise, j'en ai rencontré beaucoup, qui sur le moyen terme, et parfois sur le plus court terme, ne sont pas gagnantes dans la compétition quand elles ont fait le choix d'investir dans l'écologie, et donc dans le secteur de l'eau comme dans les autres. Merci de votre attention.